Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, vous êtes déjà super nombreux en ligne. Alors en attendant quelques secondes que tout le monde se connecte, vous pouvez vous présenter rapidement dans le chat, nous dire qui vous êtes, quel asso vous représentez, un petit peu ce que vous attendez, si ça va pas trop vite, hop. Et puis on va démarrer dans un instant. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Je vais vous présenter tout de suite les personnes qui sont autour de moi sur scène. Bonsoir, bonsoir. Alors ça va, ok, ça va très très vite sur le chat. J'essaie de voir un petit peu qui est là. Bonjour du Gers. Bonsoir, bonsoir. AVF. Alors oui, les AVF, j'en profite pour passer un petit bonsoir tout particulier. Je sais qu'on a plusieurs partenaires d'AssoConnect qui ont relayé l'événement de ce soir, notamment la Fédé de basket, les AVF. J'ai vu aussi quelques clubs d'échecs. Tout ça, c'est des partenaires d'AssoConnect. Donc, merci à eux déjà d'avoir joué le jeu. On est ravis d'avoir nos partenaires avec nous. Je salue aussi les personnes qui sont là parce qu'on les a invités via notre newsletter. Bonne idée. On reçoit beaucoup d'amour toutes les semaines. Donc, merci beaucoup pour ça. Ok, ça va très très vite. Bon, écoutez, vous êtes déjà nombreux. Et donc, on va pouvoir, je pense, démarrer. Bonsoir, bonsoir. Oui, je vois des clubs de basket, ça y est. Alors, on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je recommence. On est ravis de vous avoir avec nous pour cet événement ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas organisé un événement sur la comptabilité. On en avait super envie et on est ravis de pouvoir le faire ce soir. Avant de commencer, juste un petit point sur les règles. Je vais être pénible d'entrée, mais comme vous pouvez le voir, le chat, ça va déjà super vite et je vois le nombre de participants qui continue à grimper. Donc, je vais juste fixer quelques petites règles. Le chat, il est là pour vous. Il est là pour réagir, pour commenter si vous voulez, pour nous dire si vous aimez quelque chose ou rebondir. Si c'est des mauvaises choses, bon, vous pouvez le garder, mais pour les bonnes choses, vous pouvez le mettre dans le chat en tout cas. Si vous avez des questions à nous poser plutôt, alors, pour info, vous étiez quasiment 2000 à être... Oh là, tac, attention, vous allez changer là, tac. Vous étiez quasiment 2000 à être inscrits en fait à l'événement ce soir. Donc, si vous avez des questions, tout en bas, vous avez un onglet questions. Donc, utilisez plutôt cet onglet-là. Et même dans les questions, on va malheureusement pas pouvoir répondre à tout le monde parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Et il y a un petit système de vote. Donc, si jamais il y a une question qui vous intéresse, n'hésitez pas à voter. Nous, on va se servir de ça pour hiérarchiser un petit peu les questions, pour les prendre dans l'ordre et répondre à un maximum de personnes. Vous imaginez bien, malheureusement, on ne pourra pas tout prendre et on ne pourra pas répondre à tout le monde. Donc, vraiment, utilisez les questions et votez pour les questions. On utilisera ça comme ça. Je réponds aussi à certaines questions qui vont se poser. À la fin de l'événement, vous allez recevoir un email, environ 5 minutes après la fin de l'événement, avec le lien vers le replay. Donc, vous pourrez revoir l'événement. S'il y a des moments où ça va un petit peu vite, si vous voulez revenir sur des points en particulier, eh ben, on va vous envoyer ça automatiquement, il n'y a rien à faire. Donc, vous attendez juste et on vous enverra ça par mail. Dès demain, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous envoyer une page avec des ressources complémentaires, des articles, des vidéos, un rappel sur ce qu'est AssoConnect, Fideliance, etc. Et vous pourrez accéder à tout ça pour aller creuser les sujets qu'on va voir ce soir. Voilà, c'est à peu près tout. Il y aura un replay. On va vous envoyer tout ça par mail. On va pouvoir démarrer. Au menu aujourd'hui, on a noté un intérêt vraiment énorme pour le sujet de la comptabilité. Avec une grosse difficulté pour nous, c'est qu'en fait, vous êtes nombreux, mais les questions, elles portaient sur des cas parfois très spécifiques. Donc nous, on n'a pas envie de répondre à tout le monde. Ça dépend, ou c'est un cas trop spécifique, mais ça risque d'arriver un petit peu ce soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord voir les obligations, ce que dit la loi, les types de comptabilité qu'il peut y avoir. Ensuite, on va voir les notions clés à connaître sur la comptabilité. On va vraiment reprendre les bases, on va s'adresser aux débutants. Et ensuite seulement, on va pouvoir prendre des questions-réponses avec quelques cas particuliers ou creuser des concepts spécifiques. On essaiera vraiment de répondre à un maximum de questions. On a David avec nous qui est dans le chat aussi de l'équipe, mais le pauvre, il a que 2 mains, il ne pourra pas non plus répondre à tout le monde. Donc, on va faire de notre mieux. Une petite mise au point aussi sur ce dont on va parler et ce dont on va pas forcément parler ce soir. On va pas avoir le temps de tout faire, évidemment, hein, 1h45 minutes même
pour tout voir sur la comptabilité, ça va faire court. Donc, on va voir les différents types de comptabilité. Le plan comptable des associations, on va le passer classe par classe. On va voir l'exercice et la clôture. On va parler un petit peu d'à nouveau et on va voir les principaux documents comptables. À côté, je vous ai mis les quelque chose dont on va pas forcément parler, mais on prendra quand même quelques questions sur le sujet potentiellement en fin d'événement. Et enfin, un petit point aussi, pour les clients d'AssoConnect, on ne pourra pas répondre si vous avez un truc que vous n'arrivez pas à faire sur votre plateforme AssoConnect et que vous voulez un conseil, c'est juste pas l'endroit pour le faire, donc je vous renvoie vers support.assoconnect.com où là, vous serez très bien pris en charge. Nos intervenants ce soir, je me suis même pas présenté, mais je m'appelle Antoine. C'est moi qui m'occupe des webinaires et de tous les contenus d'AssoConnect que vous pouvez trouver sur le blog, nos guides, etc. Et ce soir, ce sera pas moi la star, ce sera nos intervenantes et notre intervenant que j'oublie pas non plus. Il y aura Alvina, Fanny et Jean-François. Je vous laisse vous présenter. Merci Antoine, ravi d'être avec vous ce soir. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Alvina et je suis responsable produit comptabilité chez AssoConnect. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Fanny, je suis expert comptable, commissaire aux comptes au sein du cabinet Fideliance et donc je m'occupe essentiellement d'associations et donc du secteur non marchand. Et bonsoir à tous. Moi, je suis l'outsider face à deux super intervenantes. Jean-François Cotin, je suis associé de Fanny chez Fideliance et aussi trésorier de différentes associations. Donc, à la fois côté expert comptable et à la fois côté praticien. Parfait, merci beaucoup. Donc, vous voyez, on vous a apporté un peu la crème de la crème ce soir. Hein. Moi, j'ai pas mieux comme expert pour répondre à vos questions. Et merci beaucoup Jean-François qui n'était pas prévu mais qui est venu nous prêter main forte parce que vraiment vous êtes super nombreux, on est super contents de voir l'intérêt pour cet événement et on a eu besoin de renforts et de bras en plus pour ce soir. Alors, pour ceux qui connaissent pas, on va faire un rappel très rapide de ce qu'est AssoConnect et ce qu'est Fideliance. Pour ceux qui connaissent pas AssoConnect, c'est une entreprise qui a été créée en 2014 autour d'une mission qui est d'aider un maximum d'associations à changer le monde. On aide les associations, nous, en développant des solutions numériques pour faciliter la vie des responsables d'asso. L'idée derrière ça, c'est de passer moins de temps sur la gestion et plus sur vos projets directement. Donc voilà, très brièvement, on est une équipe d'à peu près 80 personnes et on se retrouve autour de 3 valeurs fortes, la simplicité, la bienveillance et l'excellence. On est convaincu que les associations méritent le meilleur et c'est pour ça qu'on a envie de leur offrir à travers nos outils. Notre outil, un petit aperçu de ce qui permet de faire, des collectes, la comptabilité évidemment, la communication, la gestion des membres, création de sites internet, etc. C'est un spectre assez large. Si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez aller jeter un œil à notre site. Et on accompagne plus de 40 000 associations. On est super fiers de ça, de tous les secteurs, de toute taille. Voilà tout pour AssoConnect. Je laisse la parole à Jean-François pour nous présenter Fideliance. Eh ben oui, donc Fideliance, c'est un cabinet de 400 personnes, membre du réseau CRO. On a la chance d'avoir 6000 clients qui nous font confiance et on propose des services assez variés pour des entreprises, mais aussi pour des associations au sein d'un pôle association avec des équipes dédiées parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une clientèle qui a une vocation et donc on a envie d'accompagner de façon particulière parce qu'elle a des besoins particuliers et ça fait partie un peu de notre raison d'être parce qu'on essaie de s'engager. Alors on s'engage pour l'impact et pour l'environnement et dans la manière de s'engager, il y a s'occuper des associations et du secteur non lucratif. Donc voilà en 2 mots pour le groupe, qui on est et puis après on est un partenaire des associations dans différents secteurs parce que le monde associatif est très large, comme vous le savez. Et d'ailleurs, là-dessus, puisque ça a été dit, comme tu l'as dit Antoine, il ne faut pas hésiter quand vous adhérez à des secteurs particuliers à aller voir au niveau des fédés, à aller voir au niveau des organismes tête de réseau, parce que vous avez très souvent des particularités comptables. Et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites. Donc, n'hésitez pas dans le sport, dans le culturel, dans l'éducation. Vous avez des éléments qui sont très intéressants à utiliser parce que chacun a des choses différentes
à écrire dans sa compta. Et des fois, les questions que vous vous posez, il y a forcément des gens qui se les sont déjà posées. Je parle là de la technique uniquement. Et pour terminer, on essaye de protéger, partager, investir et grandir. Et dans investir, il y a investir dans des outils comme AssoConnect, mais d'autres aussi, parce que AssoConnect sur la partie fiscalité, par exemple, parfois n'est pas suffisant. Donc, on essaie d'accompagner sur cette partie-là et de faire choisir des outils, parce que la compta, c'est bien, mais le papier, c'est quand même tout d'actualité. Donc, pour faire une bonne compta, il faut des bons outils. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, on va commencer, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec Fanny. Pour te poser la question assez simplement, il y a quelles obligations en fait? Que doivent faire les assos par rapport à leur comptabilité? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, on ne va pas rentrer dans toutes les spécificités sectorielles qui seraient bien plus techniques, mais on va commencer par la base, à savoir qui doit tenir une comptabilité. Donc, les associations doivent impérativement tenir une comptabilité. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est association.gouv.fr. C'est le gouvernement. Toutes les associations doivent tenir une comptabilité dont le degré et la nature vont dépendre forcément de la taille de votre structure, de ses sources de financement, parce qu'on va le voir si on a des financeurs sous forme de subventions, des dons, qu'on émet des reçus fiscaux. On va voir que les obligations de comptabilité découlent de ce qu'on fait et de nos sources de financement, mais aussi de est-ce qu'on exerce une activité lucrative ou pas. Donc concrètement, qui doit tenir une comptabilité? Donc la comptabilité, ça vient soit d'une obligation légale ou réglementaire. Donc ça, on l'a dit en introduction, il y a des secteurs qui peuvent être réglementés à une comptabilité d'office. Ça peut être aussi une contrainte, donc liée à un agrément ou une subvention. Et ça, quand vous allez chercher des financements, vous verrez peut-être sur certaines conventions qu'ils vous demandent de tenir une comptabilité, notamment pour suivre l'emploi des ressources qu'ils vous accordent, pour suivre le projet. Donc, l'obligation de comptabilité peut découler d'un financement sous forme de subvention. Ça peut être en lien avec la fiscalité. Donc, dès que vous rentrez dans le champ de l'administration fiscale, que ce soit sous forme d'une activité lucrative ou sous forme de l'émission de reçus fiscaux, l'administration fiscale, elle peut venir vous voir et vous contrôler. Et pour ça, il vous faudra une comptabilité, que ce soit sous la forme d'un FEC, donc un fichier des écritures comptables, ou sous la forme de la piste d'audit fiable, donc le référencement de vos différents reçus fiscaux par ordre chronologique dans une comptabilité. Et la dernière obligation, donc, c'est d'exercer une activité économique. Et donc ça, on verra qu'il y a des notions de seuil dans la slide suivante, des notions de seuil avec des formes de comptabilité plus ou moins poussées. Donc, tenir sa comptabilité, c'est une obligation, mais pas que. Il faut le voir aussi comme un aspect positif et un aspect générateur de plein de bonnes choses pour la gestion de l'association. Donc, ça peut être le maintien de la gestion démocratique, notamment rendre compte à vos adhérents. C'est quand même une chose importante puisque l'association doit être transparente et qu'on est encore plus pour une association dans cette obligation de rendre compte et de gérer de manière démocratique. Donc, la comptabilité, c'est aussi un outil de restitution pour ce point-là. C'est un outil qui prouve aussi notre gestion désintéressée, notre intérêt général, comment on emploie les ressources qu'on perçoit. Donc voilà, la comptabilité, c'est rendre compte de sa gestion démocratique. C'est aussi assurer un meilleur pilotage économique puisque la comptabilité, elle va vous permettre de faire le point sur vos recettes, sur vos dépenses, sur votre niveau de trésorerie. Sans comptabilité, vous êtes un peu à l'aveugle. Ça va vous permettre d'améliorer votre pilotage et de prendre des décisions. C'est un outil décisionnel. Est-ce que cette dépense, je peux m'en passer? Est-ce que je peux la réduire? La comptabilité va vous permettre d'analyser tout ça. Et c'est aussi une réponse aux besoins de suivi juridique. Donc ça, on l'a dit en introduction, ça peut être un outil de suivi juridique pour vos financeurs dans le cadre de subventions, des comptes rendus que vous devrez émettre pour percevoir le solde, par exemple, ou de rendre compte
dans une activité lucrative. C'est vrai que sur ce point-là, il faut quand même avoir en tête qu'au-delà de la gestion démocratique, il y a un point complémentaire qui est la question de l'histoire. Parce que quand on tient une comptabilité, alors que ce soit sous Excel, ce qu'on ne recommande pas aujourd'hui, mais sous un petit outil, ou même quand on tient des livres de comptabilité papier, parce qu'il y en a encore, ça permet quand même de savoir ce qui se passe dans le temps, comment on a accumulé de la trésorerie ou pas. Et ça permet à ceux d'après, parce qu'une association, c'est aussi fait pour vivre et se transmettre, à voir ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose de très important, soit quand on a un souci et qu'on a quelqu'un qui conteste la manière dont était gérée l'association, soit quand on a l'administration fiscale qui vient poser des questions. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est la question du fichier des écritures comptables. Donc ça, c'est un petit fichier que va vous demander n'importe quel contrôleur fiscal à partir du moment où il vous pose une question sur l'association. Donc ayez en tête que ce petit fichier qui a l'air de rien, c'est un fichier qui est obligatoire à partir du moment où vous avez un lien avec la fiscalité et que vous avez une comptabilité informatisée. Comptabilité informatisée veut dire quoi? Ça veut dire une comptabilité qui passe par un outil informatique. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si je fais ma compta sous Excel, je suis informatisé? Bah oui. Donc, attention à ce petit point du fichier des écritures comptables. C'est un petit document qu'il faut garder. Si vous avez des liens avec l'administration fiscale, ça peut être utile. Yes, complètement. Alors, donc maintenant que je sais que je dois tenir une comptabilité, sous quelle forme je vais la tenir? Donc, il y a plusieurs niveaux de complexité de tenue de comptabilité. Le premier niveau, c'est le niveau de comptabilité de trésorerie, donc plutôt dédié aux petites associations. Donc, on le verra après, il y a toute une notion de seuil et d'assujettissement ou pas à la comptabilité d'engagement. Donc, quand vous n'êtes pas dans le champ de la comptabilité d'engagement, vous pouvez maintenir une comptabilité de trésorerie. Une comptabilité de trésorerie, c'est quoi? Ben, c'est vos flux bancaires, en fait. Donc, c'est vos encaissements, vos décaissements. C'est votre relevé bancaire qui est donc répercuté via des encaissements et des décaissements dans votre comptabilité. Donc, pour tenir une comptabilité de trésorerie, vous avez besoin de cet outil qui est le relevé bancaire et donc de saisir la contrepartie de cette écriture, un encaissement, un décaissement, une recette, une dépense. Donc, vous aurez un résultat qui sera lié à ces encaissements, décaissements. La comptabilité d'engagement, c'est le niveau du dessus. Donc, il y a une étape complémentaire. Là, on a parlé d'un flux de trésorerie. La comptabilité d'engagement, ça va être quoi? Ça va être lié à votre facture, donc au document comptable, à la pièce comptable, où vous allez déjà passer une écriture au moment de la facturation pour matérialiser l'engagement. Et après, vous matérialiserez, comme en compta de trésorerie, l'encaissement ou le décaissement qui viendra se matcher via des comptes de tiers. Donc ça, Elvina nous l'expliquera par la suite. Matcher donc nos dépenses ou nos produits à recevoir. Donc, ça peut être un outil au-delà de l'obligation, ça peut être un outil aussi de suivi, par exemple, de vos adhérents. J'ai fait mon appel à cotisation, je l'ai comptabilisé à ce moment-là, il ne m'a pas payé, donc je peux suivre et je peux le relancer pour lui dire pourquoi tu ne m'as pas payé. Donc, c'est un outil de suivi un peu plus fin qui va permettre vraiment de voir où vous en êtes par rapport à cet engagement qui est une charge ou un produit, de savoir où vous en êtes de l'encaissement et du décaissement. Ça rajoute une étape supplémentaire, mais qui peut être importante pour le suivi. Concrètement, qui est soumis à cette comptabilité d'engagement? Il y a une longue liste que vous pourrez trouver sur association.gouv.fr, mais je vais vous dire les principales obligations. Donc, c'est les associations qui perçoivent plus de 153 000 € de subventions. C'est les associations qui font appel à la générosité du public, donc avec une déclaration en préfecture pour faire un appel à la générosité. C'est les associations qui décident de rémunérer leurs dirigeants.
c'est les associations reconnues d'utilité publique, les associations fiscalisées ou émettant des reçus fiscaux. Ça, on l'a dit en introduction. Ça peut être aussi un choix statutaire, c'est-à-dire que dans la rédaction de vos statuts, initialement, vous avez prévu de tenir une comptabilité d'engagement. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut s'y tenir. Après, ça peut être aussi une association, et là, c'est lié à toutes les associations dans un cycle de vie. C'est par exemple une association qui aurait des difficultés financières et qui serait en cessation de paiement, elle sera obligée de produire des états financiers en comptabilité d'engagement. Donc, si la gestion de l'association se déroule moins bien que prévu, on peut se retrouver un jour à devoir fournir un état en comptabilité d'engagement. Mais comme on l'a vu en introduction, un suivi précis évitera normalement ce genre de situation. Donc, la comptabilité d'engagement, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que vous êtes assujetti au plan comptable associatif, donc qui est la Bible de tous les principes, règles et méthodes comptables qui s'appliquent spécifiquement aux associations, que je vous invite à lire si un jour vous avez un petit peu de temps. C'est un document passionnant. Merci Fanny. Voilà. Moi, juste un petit complément aussi. On a quelques associations qui passent en engagement dette et créances au moment où on identifie des problèmes de fraude ou de recouvrement de créances. Donc, ayez en tête que c'est aussi un moyen d'être plus précis et d'éviter la fraude. Parce que d'un côté, ça évite la fraude parce que s'il y a des gens qui doivent vous payer, vous le savez. Et de l'autre côté, ça permet de voir quand vous avez plein de factures qui vous arrivent que vous n'aviez pas prévues, ça, vous les comptabilisez dans votre comptabilité d'engagement. Donc, ayez en tête que ça peut être un outil intéressant dans certains cas, même si vous êtes une toute petite association, ça permet d'augmenter la transparence. Merci beaucoup, Fanny et Jean-François. Ouais, vous l'avez vu, très vite, on va passer en fait à de la comptabilité d'engagement. Et maintenant, d'ailleurs, on a Alvina qui va nous parler un petit peu plus précisément de ce que ça implique exactement de gérer sa comptabilité en comptabilité d'engagement. Ce qu'elle va vous montrer après, ça concerne ça. Exactement. Donc, je vais passer sur plusieurs concepts. Et donc, le premier, comme l'a dit Fanny, on a vu que le plan comptable était assez central. Alors, je ne vais pas résumer tout le plan comptable et toutes ses règles, mais il faut juste comprendre en fait que le plan comptable, c'est un ensemble effectivement de règles et de codes utilisés pour organiser en fait la comptabilité d'une association. Le plan comptable, il va vous servir à standardiser l'enregistrement des opérations financières de l'association. Donc, il va faciliter le suivi, le contrôle et aussi la communication en fait de ces états financiers, notamment quand vous travaillez avec un expert comptable, un commissaire aux comptes. L'importance de le suivre, c'est que derrière, le commissaire aux comptes et l'expert comptable vont pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'association. Donc, il est divisé en plusieurs classes et donc chaque classe représente, je vais les illustrer un petit peu avec des exemples, mais représente une partie de ces comptes comptables à utiliser. Donc, le premier, c'est les comptes de capitaux propres avec la classe 1. Dans ces comptes-là, vous allez enregistrer tout ce qui est ressources de l'association, les réserves, le résultat que vous accumulez tous les ans. Voilà, donc c'est des comptes de classe 1. Dans les comptes de classe 2, vous avez les comptes d'immobilisation. Donc, ces comptes-là, c'est des comptes qui vont regrouper tous les biens durables pour l'association. Donc, c'est tous les investissements, les bâtiments, les équipements, les placements financiers à long terme aussi. Par exemple, pour un club de sport, des achats de gros matériel de sport, on va les immobiliser en fait parce qu'ils ont une durée de vie sur plusieurs années. Donc, ils vont se mettre dans ces comptes-là. Ensuite, on a les comptes de classe 3 qui sont des comptes de stock. Ces comptes-là, c'est plus pour des biens qui sont destinés à être vendus par l'association. Par exemple, on va prendre des goodies, un club de judo va avoir des ceintures de judo qu'il va vouloir revendre au moment de l'adhésion. Vous avez des t-shirts au nom de l'association que vous voulez vendre et vous voulez avoir un suivi très fin sur les stocks. Vous allez utiliser du coup les comptes de stock. Ensuite, on a les comptes de classe 4. On y reviendra un petit peu par la suite parce qu'on les utilise beaucoup et je vais vous montrer un petit peu une écriture comment ça fonctionne. C'est en fait les comptes où on enregistre toutes les dettes, les créances de l'association envers des tiers. Donc, les tiers, c'est qui? Ça peut être un adhérent, ça peut être un donateur, un fournisseur, un client, mais aussi des partenaires ou tout simplement l'État, si vous avez des salaires aussi, voilà. Ils vont passer par les comptes de classe 4.
Ensuite, les comptes de classe 5, ce sont des comptes financiers. Donc là-dedans, on va mettre toutes les opérations de trésorerie de l'association. Donc tout ce qui passe par la banque, par la caisse. Effectivement, on a tendance parfois à l'oublier, mais la caisse se comptabilise en comptabilité. Donc c'est important de comptabiliser tout ce qui se trouve dans votre petite boîte en fer. Et puis tout ce qui va être compte en ligne. Si jamais vous faites du paiement en ligne, par exemple, et que vous proposez de la carte bleue, du virement, du prélèvement SEPA, voilà, ce genre de moyens de paiement-là. Ensuite, on a les comptes de la classe 6. Donc, les comptes de la classe 6, c'est là où on va comptabiliser toutes les charges. Donc, on enregistre toutes les dépenses qui sont liées plutôt aux activités courantes de l'association. Ça peut être les salaires, ça peut être les fournitures, les services, voilà, les achats un petit peu courants de l'association. Donc, c'est toutes les opérations qui vont appauvrir finalement un petit peu les comptes de l'association. Ensuite, on a les comptes de classe 7. Donc ça comprend tous les revenus générés par l'association. Donc dans les revenus, j'entends les cotisations, les subventions, ça peut être des dons, voilà, en dépendant du secteur en fait de l'association et de ce que vous collectez comme fonds tous les ans. C'est des opérations d'enrichissement qui vont faire monter le résultat en fait de l'association. Et enfin, on finit par la classe 8. Donc, la classe 8, c'est des comptes plus spécifiques, mais qu'on utilise quand même pas mal dans le monde associatif et majoritairement pour comptabiliser ce qu'on appelle les contributions volontaires en nature. Donc, avec le mécénat, les dons en nature. Voilà. Donc, ça, c'est les comptes un peu plus qu'on utilise un peu plus rarement, mais dans beaucoup d'assos, on commence à pas mal comptabiliser tout ça. Je veux bien que tu passes à la suite, Antoine, s'il te plaît. Donc, tout ça, ça va nous servir, en fait, à comptabiliser toutes nos écritures tout au long de l'année. Et on comptabilise dans ce qu'on appelle un exercice comptable. Donc, un exercice comptable, c'est une période qui est définie, généralement de 1 an, et au cours de laquelle une association, elle va enregistrer tout ce qui se passe. Donc, on l'a dit, hein, la caisse, la banque, les dépenses, les recettes, tout ce qui se passe au niveau de l'association va être enregistré dans la comptabilité. Pourquoi on fait 12 mois? On voit parfois des associations qui essaient de faire plus ou moins. Faut dire que 12 mois, c'est quelque chose déjà qui est légal, qui est une règle du plan comptable. Et cela surtout permet de comparer 2 années similaires, de budgéter aussi l'avenir, de mieux prévoir l'avenir, de faire aussi comparer 2 ans qui viennent de s'écouler pour pouvoir aussi un petit peu analyser là où on a trop dépensé, là, voilà, rectifier le tir l'année d'après. Enfin, vraiment, les 12 mois servent vraiment à comparer ça. Il est en général en fonction de l'activité de l'association. Donc, par exemple, une association professionnelle va avoir un exercice comptable plutôt sur l'année civile et une asso sportive ou de loisirs va être peut-être plus sur l'année scolaire, c'est-à-dire qu'elle va commencer au 1er septembre et terminer au 31 août. Faut avoir en tête qu'on peut le modifier. Donc, si jamais vous voulez, par exemple, vous êtes parti sur l'année civile et le modifier, mais il faut pas hésiter non plus à se rapprocher d'un expert comptable pour avoir du conseil et savoir un petit peu quels sont vos droits, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment. Et voilà, ça vous permet d'avoir un exercice qui a plus de sens pour votre association. Globalement, qu'est-ce qui se passe donc pendant cet exercice? On commence l'année avec ce qu'on appelle des à nouveaux. Donc, ce sont les soldes de départ, en fait, donc tous les comptes de classe 1 à 5 dont je vous ai parlé précédemment, qu'on va enregistrer parce que c'est des comptes qui ne sont pas à zéro et qui, tous les ans, en fait, se reconduisent et qu'on suit tous les ans et suivent la vie de l'association. Je prends l'exemple de la banque. Si au 31 décembre, j'ai 500 € dans ma banque, en fait, au 1er janvier de l'année suivante, j'aurai toujours 500 € dans ma banque. Donc, c'est ce qu'on appelle un à nouveau. Pour une première année, vous pouvez avoir, je pense qu'il y a des personnes qui sont avec nous et qui sont dans leur première année de l'association. C'est normal de commencer à 0 pour certains. Et pour ceux qui viennent d'une comptabilité un peu moins tenue, peut-être pas sur un logiciel ou sur Excel ou juste sur leur relevé bancaire, voilà, vous pouvez commencer l'année pour bien démarrer avec votre solde bancaire, par exemple, que vous avez au 1er jour de l'exercice. Dans l'année, on comptabilise toutes les opérations, donc je l'ai dit tout à l'heure, les achats, les dons, les adhésions, et on n'oublie pas surtout de faire des contrôles réguliers au cours de l'année. Il y a plein d'outils pour le faire, mais un des outils qu'on recommande le plus, c'est le rapprochement bancaire. Ça permet aussi de voir que tout va bien, qu'on n'a rien oublié, et c'est surtout un moyen de se mettre une routine tous les mois et de suivre un peu la banque et pas attendre la fin de l'année pour tout faire. Globalement, quand c'est tout frais dans notre tête, c'est beaucoup plus facile de rectifier le tir, c'est beaucoup plus simple et par exemple un double paiement qui vient de se passer, beaucoup plus facile d'aller le réclamer tout de suite ou de venir le corriger. Pareil, une facture qu'on n'a pas reçue, qui n'est pas enregistrée en compta,
beaucoup plus simple que d'attendre la fin de l'année. Et finalement, le faire un petit peu tous les mois, on a l'impression que c'est beaucoup plus long, mais en fait, on gagne énormément de temps sur la fin de l'année. Parce qu'à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la clôture comptable. Du coup, à la clôture, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient redescendre tous ces comptes, toutes ces écritures qu'on vient d'enregistrer. On vient vérifier que tout est bien saisi, que les soldes en banque sont corrects, qu'on a bien comptabilisé la fameuse caisse. Voilà, on vient vraiment tout vérifier pour que ce soit cohérent. Et derrière, on va figer les comptes pour l'année qui vient de s'écouler. Donc, on va calculer les à nouveau pour démarrer l'année suivante et on va aussi générer les documents comptables qui résultent de cette année-là, qui sont compte de résultats et le bilan. Donc, Fanny vous détaillera un petit peu plus tout à l'heure ces fameux documents qui sont très importants et leur utilité. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un peu plus, aller un peu plus loin sur la clôture comptable, on a une vidéo qu'on pourra vous transmettre et qui résume très très bien tout ce qui se passe pendant la vidéo. C'est une vidéo d'Antoine, il explique très très bien tout ça. Antoine coaché par Alvina, hein, il faut rendre à César ce qui lui appartient. David vient de vous partager dans le chat justement un article assez complet et dans l'article vous pouvez retrouver la vidéo. Donc la vidéo vous redonnera dans les grandes lignes ce que c'est la clôture et l'article il va un peu plus long. Un peu plus détaillé de toutes les étapes et des petites la petite checklist à faire. Oh bah voilà, ça y est, il y a ma tête en grand dans le chat. Et ben parfait. Voilà, donc ça c'est un peu tout ce qui se passe tout au long de l'année. Je vais faire le focus sur une écriture comptable qui est une adhésion, parce que je pense que la majorité des associations vont avoir une adhésion ou un don, mais les écritures se ressemblent. Et comme ça va pouvoir vous faire comprendre. L'idée c'est pas de la savoir par cœur, mais c'est de comprendre le mécanisme de l'écriture hein, et comme ça peut-être mieux repérer dans vos comptes ce qui se passe. Donc du coup, il y a un petit mémo technique pour bien commencer une écriture. Tout à l'heure, je l'ai dit, les produits, c'est des écritures d'enrichissement et les charges, donc des écritures d'appauvrissement. Pensez que le produit, quand on commence une écriture, je dis classique parce qu'il y a toujours plein de subtilités et plein d'autres écritures qui peuvent exister. Mais de manière générale, quand on a une écriture d'adhésion, on se dit produit, on va venir le mettre au crédit. Si c'est une charge, on va venir le mettre au débit. Dans cet exemple-là, donc on enregistre une comptabilisation. Donc Jean Dupont est venu le 5 janvier pour adhérer à l'association. Donc dans ce cas-là, on va prendre le compte 756, donc qui est issu du plan comptable et qui est le compte d'adhésion, et on va venir mettre au crédit 100 €. Il faut savoir qu'une écriture, elle est toujours équilibrée, donc elle a toujours un débit égal un crédit, parce que quand il se passe quelque chose d'un côté, il se passe toujours quelque chose de l'autre côté. Donc si Jean Dupont vient et qu'on matérialise en fait cette recette, ce produit de 100 €, de l'autre côté, on constate que Jean Dupont nous doit 100 €. Donc on va utiliser un compte de classe 4 tiers pour matérialiser le fait qu'il nous doit 100 €. Ensuite, quelques jours plus tard, admettons que ce fameux Jean Dupont arrive et nous amène, et là, non, du coup, j'allais dire nous amène son chèque, mais non, pas du tout, nous fait un virement bancaire un virement bancaire de 100 €. Du coup, on va enregistrer dans notre comptabilité, donc en date du 10 janvier, le fait que Jean Dupont nous ait payé. Donc, comme tout à l'heure, c'était au débit pour 100 €. Bah là, on va reprendre le même compte de Jean Dupont et on va le remettre au crédit cette fois-ci pour que ça s'annule, en fait, et qu'on vienne solder finalement ce qu'il nous devait. Et comme d'habitude, un débit et un crédit, toujours à chaque fois. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, comme il nous a payé par virement bancaire, on vient mettre la banque au débit pour finaliser cette écriture. Donc, finalement, si on regarde, hein, ça fait vraiment un petit mécanisme qui se suit. Donc, on a une vente 756 au crédit. On a, du coup, Jean Dupont qui nous doit de l'argent. Donc, on vient le mettre au débit. C'est équilibré. Et quand il amène son paiement, on met l'écriture de paiement à la suite. Donc, comme c'était au débit, on vient le mettre au crédit pour solder. Et là, on voit vraiment que le 467 est à 0 à la fin de l'opération. Et du coup, on mouvemente la banque au débit pour 100 €. Et donc là, Alvina, on est donc sur une comptabilité d'engagement. Tout à fait. Du coup, là, on est sur une comptabilité d'engagement avec notre engagement et notre paiement qui peuvent être à des dates différentes. Potentiellement, on a émis une facture, un reçu ou un document le 5 janvier. En tout cas, le fait générateur a été le 5 janvier pour l'adhésion. Et le 10 janvier, c'est notre fameux virement en banque qu'on a reçu. Merci. En comptabilité de trésorerie, on n'aurait pas cette étape du 467. Tout à fait. Tout à fait. Et pour revenir sur ce que disait Jean-François tout à l'heure, ce schéma-là vous permet aussi de voir
par exemple, pendant que ce n'est pas payé, que Jean nous doit en fait 100 €. Et du coup, c'est vrai que c'est une comptabilité qui permet un bon suivi et ce sont les étapes conseillées pour avoir une comptabilité propre. Et comme tu le disais très bien, c'est le fait de faire une fois par an, c'est possible, mais c'est un peu comme sa maison et le ménage. On en fait un peu tous les jours et qu'on range à peu près les choses au bon endroit au fur et à mesure, ça va. Si vous faites le ménage une fois par an, je vous invite à essayer, ou pas d'ailleurs, parce que c'est long, c'est compliqué, et puis pendant toute l'année, on ne sait pas vraiment où sont les choses, et donc on perd beaucoup de temps. Prendre son temps, une fois par mois ou une fois par trimestre, pour s'assurer qu'on a bien tout au bon endroit. Moi, je voulais rajouter un petit complément, parce que du coup, on est comptable, donc on récupère aussi beaucoup de comptabilité. Ayez bien en tête que faire de la comptabilité, ce n'est que reprendre le réel, les pièces et les éléments qui justifient ce qui s'est passé et les intégrer. Donc, si vous n'avez pas de pièces, vous ne pourrez pas avoir de comptabilité. Donc, ayez en tête que faire une comptabilité, tout ce qu'a présenté Alvina, il faut bien avoir les documents avant pour être capable d'avoir les bonnes informations et les mettre au bon endroit. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Du coup, une fois qu'on a terminé de gérer sa comptabilité un petit peu toute l'année et qu'il y a la clôture qui est effectuée, c'est là, bon, c'est pas que là, mais c'est là qu'on va pouvoir sortir certains documents comptables. Et Fanny, je te laisse en parler. Alors effectivement, il y a 5 grands documents. Les 3 premiers vont contribuer à créer les 2 derniers. Donc je vais m'attarder un peu plus longuement sur la partie journaux comptables puisque c'est ça qui va constituer le matériel principal de votre comptabilité et qui va être retraité sous tout un tas de formes pour aboutir à un bilan, à un compte de résultat et peut-être à une annexe. Mais ça, on en parlera après. Donc, qu'est-ce qu'un journal comptable? C'est un journal que vous allez suivre de manière chronologique par typologie d'opération. Donc, Alvina, tout à l'heure, elle vous a présenté les produits, les charges. Et ben, qu'est-ce que c'est dans les journaux comptables? C'est un journal d'achat et c'est un journal de vente. Donc, un journal d'achat, c'est quoi? Ben, c'est la reprise de vos factures fournisseurs, de vos notes de frais qui sont saisies dans un journal d'achat en comptabilité d'engagement. Le journal de vente, c'est quoi? C'est votre appel à cotisation, c'est vos factures si vous réalisez une prestation de service, si vous vendez des polos dans le cadre d'un club de sport, tout ça, ça ira dans le journal de vente. Ensuite, vous avez le journal aussi très important et qui sera aussi la colonne vertébrale de votre comptabilité puisque c'est elle qui va retracer au final l'ensemble des flux. C'est votre journal de banque qui lui sera donc à cadrer avec votre relevé bancaire et qui sera donc la source la plus exhaustive et la plus stable de votre comptabilité. Ce journal bancaire, c'est vraiment le point d'attention à rapprocher mensuellement en faisant son rapprochement bancaire. C'est vraiment le journal à fiabiliser et qu'il faut prendre le temps de saisir et de contrôler avec parcimonie. Vous avez d'autres journaux qui vont dépendre de la taille de votre association. Le journal de paye, si vous avez des salariés, toute l'écriture mensuelle de paye sera saisie dans ce journal. Le journal de caisse, on en a parlé tout à l'heure, Alvina a bien mis le point sur le fait que c'est hyper important de suivre sa caisse puisque derrière, c'est des espèces qui circulent et il faut qu'on puisse tracer en trésorerie les entrées, les sorties d'espèces dans votre petite caissette que vous aurez ou pas dans votre association. Il faut impérativement que tous ces flux entrants ou sortants soient documentés dans le journal de caisse avec idéalement des pièces à l'appui pour pouvoir justifier des flux, donc concrètement des tickets ou ce genre de choses. Et après, vous avez le fameux journal d'OD, donc le journal d'opérations diverses. Donc là, on rentre dans un champ un peu plus complexe. Tout ce qui passe par une OD, c'est ce qui ne se justifie pas par une pièce, techniquement.
Donc, nous, c'est un journal qu'on utilise beaucoup en tant qu'expert comptable quand on procède à la clôture de vos comptes et que, par exemple, on passe des provisions, qu'on passe, si on va plus loin, des provisions pour congés payés, des risques de litige, ce genre de choses. Là, on va utiliser un journal 2D. Mais concrètement, dans le fonctionnement classique et courant de l'association, vous aurez très peu à l'utiliser. Donc, ce journal, donc je vais avoir mes différents journaux par typologie. Après, ces journaux vont venir se concaténer dans ce qu'on appelle le grand livre. Le grand livre, c'est quoi? Ben, c'est la reprise de mes journaux, mais par compte comptable. On l'a vu en introduction, vous aurez défini en amont une arborescence de plan de compte de la classe 1 à la classe 8. Et ben, vos journaux vont venir se déverser dans ce grand livre par compte. Et donc, ce grand livre va venir former la balance générale qui sera donc le solde de l'ensemble des opérations de l'année en une seule ligne sur chacun de vos comptes que vous aurez définis. Cette balance, elle sera, si tout s'est bien passé, à 0. Et enfin, la balance, elle va venir se déverser dans 2 états que sont le bilan et le compte de résultat. Le bilan, c'est donc la classe 1 à la classe 5. C'est la photographie à la date de clôture de vos dettes, de vos créances, de vos engagements, de vos investissements, de votre trésorerie et qui sera donc reportée l'année suivante dans le journal d'ouverture, comme l'a bien expliqué Alvina tout à l'heure. Et le compte de résultat, ce sera donc la matérialisation de l'ensemble des flux de recettes, de dépenses, de charges ou de produits, si vous êtes en comptabilité d'engagement, sur la durée de votre exercice comptable. Ça reprendra donc l'intégralité des opérations de flux sur 12 mois, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'un exercice comptable, c'était 12 mois, et qui est donc comparable par rapport à l'année précédente et qui va générer votre résultat. Le dernier état, et qui n'est pas mentionné ici, c'est l'annexe. Donc l'annexe de compte, c'est un état un peu plus descriptif des règles et méthodes comptables que vous pouvez mettre en place, de faits importants qui se sont passés au cours de l'exercice. Ça permet de donner une information complémentaire au lecteur. Et on l'a vu tout à l'heure, les associations, dans leur objectif de transparence, émettre l'annexe, c'est aussi un complément de transparence à nos états financiers. Et donc, pour les associations qui sont soumises au plan comptable général et donc à la comptabilité d'engagement, l'annexe est en théorie obligatoire. Hop. En revoilà, pardon, le temps de réactiver le micro. Merci beaucoup, Fanny. Alors, je vais tenter un petit résumé très synthétique pour que vous gardiez un petit peu les grandes idées et après on passe aux questions. On répondra aux questions qui avaient été posées en amont parce que je vous avais soumis un petit formulaire par mail et on prendra quelques questions aussi du live. Donc, sur la comptabilité en association, c'est obligatoire. Ensuite, c'est le type de comptabilité qui peut varier. Mais au-delà de le voir comme une obligation, en fait, c'est vraiment un outil pour vous qui vous permet de mieux visualiser comment vous gérez vos budgets d'une année à l'autre, d'un exercice à l'autre, même si vous avez suivi. Et c'est vraiment un outil qui peut être au service de votre asso. Donc, c'est dans votre intérêt de bien la tenir. Elle se tient tout au long de l'année. Je pense que l'image de Jean-François sur le rangement d'une maison, c'est vraiment ça. Si on vous demande de retrouver à quoi correspond une opération qui s'est passée il y a 10 mois, ça va être probablement assez compliqué. Alors que si vous vérifiez tous les mois avec un rapprochement bancaire, par exemple, ça va être beaucoup plus facile de réussir à vous y retrouver. Et la comptabilité, ça reste quelque chose d'assez technique, même si on a des gens très pédagogues pour nous expliquer. Donc, il est indispensable de se former un petit peu, de s'y intéresser quand on est trésorier ou trésorière d'association, de s'équiper avec des outils, on en connaît des très bons, nous, chez AssoConnect notamment, ou d'être accompagné par, si besoin, des experts comptables. On en connaît aussi des très bons côté Fideliance qu'on pourra vous recommander. On va pouvoir passer aux questions. On a complètement débordé le timing, mais on va prendre le temps. Donc, si vous avez des questions et que vous voulez vos réponses, on va y passer maintenant. Je vais commencer, comme je vous ai dit, par les questions qu'on nous a posées avant, parce que des gens ont joué le jeu et nous ont posé les questions en amont. Donc je vais poser leurs questions en priorité.
Alors, j'avais Hervé d'un AVF qui demandait comment réaliser le rapprochement bancaire de façon fiable et rapide. Donc déjà peut-être un petit rappel de ce que c'est qu'un rapprochement bancaire et ensuite la réponse à comment on peut le faire de façon fiable et rapide. Elvina peut-être. Ouais. Alors, je commence un peu, Epiphanie, et Jean-François compléteront. Un rapprochement, en fait, se fait en comparant tout simplement ce qui s'est passé dans la comptabilité sur un mois donné et finalement le relevé bancaire. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais c'est vrai que la manière la plus efficace de le faire est souvent via un logiciel ou via un outil qui permet en fait de remonter directement les écritures bancaires, parce que tout simplement, ça permet sur un mois donné d'avoir à l'écran vraiment les deux, la comptabilité et la banque, et de pouvoir, excusez-moi, de pouvoir finalement les pointer ensemble, corriger s'il y a des choses à corriger, voilà, rajouter des choses qui auraient pu être oubliées, par exemple un prélèvement mensuel, on oublie parfois de saisir la facture, voilà, ce genre de choses. Donc, globalement, on peut le faire aussi papier, on peut pointer. Si on veut le faire de manière plus rapide, on va conseiller quand même de choisir des automatisations via certains logiciels pour pouvoir comparer la comptabilité et la banque. Et ça se fait tous les mois et pas une fois par an. Je pense que c'est la chose la plus simple pour que ce soit simple et rapide, c'est de le faire une fois par mois et de s'y tenir. Ouais. Alors, je passe à une autre question. Si jamais vous voulez rebondir après, Jean-François, Fanny, vous me dites. Catherine nous demandait, est-ce que toutes les associations doivent valoriser dans leur comptabilité le bénévolat et la mise à disposition gratuite de locaux par la mairie? Alors ça dépend un petit peu du choix que vous faites, mais en théorie, oui, c'est obligé. Après, valoriser son bénévolat, c'est aussi valoriser tout ce qu'on vous donne. Ça peut être aussi valoriser le temps que les bénévoles vous donnent. Et c'est un vrai outil de discussion quand vous montrez l'utilité d'une asso. Donc moi, je vous invite à valoriser le bénévolat d'une mairie parce que ça, c'est obligatoire. Mais je vous invite aussi à valoriser les heures de bénévolat hors du conseil d'administration que vous pouvez mettre dans ce fameux compte bizarre de classe 8 que Alvina vous a présenté. Il permet quand même de montrer que, au-delà des recettes financières, du cash que vous pouvez avoir, vous avez aussi des recettes non financières. Et tout ce temps que des gens passent pendant des heures et des heures à faire votre activité, il faut le mettre en avant. Parce que c'est comme ça aussi qu'on peut aller voir une mairie en disant « si mon association n'était pas là, vous n'auriez pas toutes ces heures de bénévolat ». Donc moi, dans ma classe 8, je vous montre que j'ai d'autres produits. Alors certes, j'ai votre subvention de 500 €, mais j'ai des centaines d'heures de gens qui sont sur le terrain. Donc il faut le valoriser. C'est important pour l'image de votre association à l'externe quand vous en parlez et quand vous la présentez. Et au-delà de l'image, si je peux compléter, il y a aussi une notion de fiabilité. Est-ce que vous pouvez valoriser de manière suffisamment fiable ces heures de bénévoles, par exemple? Auquel cas, si je peux, ça va dans la classe 8. Si je ne peux pas, je peux quand même le mentionner dans cette fameuse annexe en disant je ne sais pas exactement combien d'heures ou à combien je valorise une heure de mon bénévole, mais il a été là quand même toute l'année, il nous a accompagnés, il a fait plein de choses pour l'association. Donc il y a cette notion de fiabilité aussi à prendre en compte pour comment on valorise ce bénévolat. Et quel taux? À minima le SMIC si c'est quelqu'un qui travaille. Après, vous pouvez avoir des taux plus élevés, mais bon. Si vous savez pas, le SMIC horaire est une première référence. Yes. Alors, je réponds parce que j'ai vu la question passer plusieurs fois. Oui, il y aura bien un replay qui va vous être envoyé. Et je rappelle aussi que je vais vous envoyer. Donc, dès ce soir, vous aurez le lien directement du replay si vous voulez regarder. Et je vous enverrai aussi une page avec des ressources complémentaires où vous pourrez creuser chaque point parce qu'on a bien conscience que on vous donne beaucoup d'infos. On essaye d'être le plus pédagogue et synthétique possible, mais c'est une mission un petit peu impossible. Donc, on vous donne de quoi aller plus loin quand même. Alors, je vais reprendre une autre question. Hop. Et je vais rajouter la question. Il y avait pas mal de questions sur la valorisation du temps des bénévoles. Donc, je rajouterai un article dans les ressources. Je ne l'avais pas prévu, mais je vais l'ajouter comme ça, vous aurez ça demain. Question basique. Comment on lit et on comprend les documents comptables, comme le grand livre, le bilan, la balance générale, me disait Gabriel? Ouais. Je vais me permettre de répondre. Le compte de résultat, c'est la vidéo de l'année. Vous avez eu des produits, vous avez eu des charges, vous faites un résultat. Donc, c'est comme ça que vous le lisez. Vous le regardez en haut, vous regardez ce que vous avez gagné, vous regardez en dessous, c'est plutôt les charges. À la fin, vous arrivez à un résultat.
le bilan, c'est la photo de famille, avec côté gauche, l'actif, ce que vous avez. Donc, ça, c'est bien. Côté droit, le passif, ce que vous devez. Donc, ça, c'est moins bien. Et puis après, vous avez un truc qui s'appelle les fonds propres. C'est ce que vous avez accumulé par la vie. Donc, déjà, si vous lisez ça, c'est top. Lire le grand livre, c'est un peu rentrer dans le détail et ça devient compliqué. On ne peut pas vous dire autrement, malheureusement. On pourrait faire un détail de chaque compte, comment ça se lit, mais toute la difficulté, expliquer en 45 minutes quelques années de formation, c'est pas si facile que ça. Mais lire le grand livre, c'est rentrer dans le détail de chaque compte. Donc, ça permet juste de voir mon compte de charge d'eau, est-ce que j'ai bien 12 lignes avec 12 factures? Oui, si je n'ai pas 12 lignes avec 12 factures, c'est que soit je suis en facturation trimestrielle, donc j'en ai que 4, soit soit j'ai un problème, il me manque une facture, il faut que je réfléchisse. C'est un métier, hein. Alors, j'avais une autre question de Bernard, très précis. Compte 864 concernant le bénévolat. Peut-on comptabiliser les temps de trajet dans les fiches de temps des bénévoles? Je crois que Fadi avait une très bonne réponse là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de règle bien définie là-dessus, mais j'aurais eu tendance à appliquer la même règle que ce qu'on appliquerait à un salarié. Le temps de trajet du domicile à l'association, c'est pas à prendre en compte, mais par contre, si le bénévole se déplace dans le cadre de sa mission ailleurs au cours de la journée, oui, on peut le rentrer dans la valorisation des temps du bénévolat. Très clair, merci beaucoup. Alors, et j'avais Dominique qui disait, après on va pouvoir prendre quelques questions du live. Je suis responsable d'une petite association d'activité économique, nous sommes 2 personnes. Quelles obligations comptables dans mon cas? Actuellement, je tiens la compta sur Excel. Donc, est-ce qu'il y a des obligations particulières? L'activité économique, c'est vaste et vague à la fois, mais effectivement, une association qui mène une activité économique au sens lucratif, par exemple, elle a des seuils spécifiques qui s'appliquent, des seuils qui sont très élevés, puisque c'est de l'ordre de 3 millions, 1,5 million, total bilan, chiffre d'affaires annuel et 50 salariés. Donc, il y a quand même, c'est des grosses associations économiques qui, du coup, deviennent assujetties à cette fameuse comptabilité d'engagement, plan comptable général d'associatif, élaboration d'une annexe et tout ce qui s'ensuit. Mais du coup, sur l'outil Excel ou autre, en fait, il n'y a pas vraiment de... Un minima compta de trésor. Vous pouvez faire un Excel s'il n'y a pas d'obligation externe, de reporting ou administration fiscale. Et puis après, nous, on vous invite à avoir un petit outil comptable simple quand on est dans une petite association, mais c'est tellement plus simple que des fichiers Excel que en fait, le coût vous gagne tellement d'heures à côté qu'il ne faut pas réfléchir. Et ce n'est pas les 2 heures de formation de départ qui vont changer radicalement le temps qu'on y passe. Très bien, on va pouvoir passer à quelques questions qu'il y avait en live. J'ai vu que Dominique avait dit c'était ma question. Très bien. Merci beaucoup Jeanne pour le lien qui nous disait qu'il y avait une jurisprudence qui venait de tomber sur les temps de trajet d'un salarié. On regardera ça avec attention pour les personnes que ça intéresse, c'est dans le chat. Alors il y avait beaucoup de questions sur les heures de bénévolat, mais on y a pas mal répondu déjà. Alors là, il y avait 25 votes sur cette question. Comment saisir en compta une facture payée par la présidente avec son compte perso? Comment saisir le remboursement en note de frais? Je ne sais pas qui veut se lancer. J'aurais dit plutôt en note de frais, mais je vais laisser les experts comptables me répondre. Ou ne pas le faire. Tout le monde à piscine. Alors oui, c'est une avance de frais. Donc, si vous avez... Il y a 2 choses, en fait. La première chose, c'est attention à une facture payée par un bénévole qui ne mentionne pas sur la facture le nom de l'association. Parce que là, on peut avoir un petit risque. Par contre, à partir du moment où c'est un frais engagé dans le but et l'intérêt de l'association, à ce moment-là, c'est un remboursement de note de frais. Donc, passez plutôt par un système de remboursement. En tout état de cause, c'est quand même plutôt fortement recommandé de payer directement à partir de l'association les frais.
parce que c'est beaucoup plus facile à suivre. Et même d'un point de vue de l'engagement, ça centralise sur un compte bancaire. Donc, pour suivre derrière votre trésorerie, c'est quand même plus simple. Si vous avez des bénévoles qui font des frais à droite à gauche, ça complique vite l'organisation administrative des assos, aussi petites soient-elles. Oui, après, c'est vraiment une question de procédure mise en place et de ne pas mélanger le pro et le perso, entre guillemets, au sein de l'association. Yes. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je passe à la slide d'après, mais je continue de prendre quelques questions. C'est juste que je vois qu'il y a des personnes pour qui leur tourne et qui veulent y aller. Et si jamais vous voulez garder contact, là, je vous ai mis 2 petits liens très simples pour nous contacter ou avoir plus d'infos. Mais je continue à prendre quelques questions. Alors ça, on a répondu. C'était encore sur le travail des bénévoles. On va finir par faire un webinaire sur le temps de travail sur le bénévole. Ouais. Les deux, si tu veux, sous les yeux, qui m'ont l'air intéressantes. Il y a notamment combien de temps, j'ai vu pas mal passer sur les questions, combien de temps garder les justificatifs comptables dans une asso? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Alors là-dessus, il y a plusieurs règles. La première règle, c'est tout contrat commercial, c'est 5 ans. Donc, je dirais qu'avec 5 ans, vous êtes déjà assez tranquille puisque vous satisfaites. Oui. Studio grammatical. Je pense dans quelque chose de très, très périlleux là. Vous êtes en train de satisfaire le légal de 3 ans d'obligation plus l'année en cours, donc ça fait 4. Et en plus, tous les échanges commerciaux sont limités à 5 ans si vous avez un contrat commercial et vous avez une attaque sur ce contrat ou un avoir. La limite, c'est 5 ans. Donc, à partir de 5 ans, vous êtes bien, sauf dans un cas, c'est si vous avez un problème lié à la fraude. Là, vous êtes dans 10 ans et l'analyse d'une éventuelle fraude par une administration, quelle qu'elle soit, a le droit de remonter jusqu'à 10 ans. Donc, 5 ans, c'est sûr, 10 ans, et puis pour couronner le tout, parce qu'il n'y a pas, qu'une règle, c'est la joie du millefeuille français, c'est que si vous avez des salariés, c'est à vie, puisqu'un salarié peut demander ces éléments de paie jusqu'à sa mort à son employeur. Donc, pour ce qui concerne les bulletins de salaire, etc., soit vous prenez des solutions qui existent aujourd'hui, qui sont des solutions de coffre-fort électronique pour la paie, c'est très efficace et pour le coup, tous les éditeurs ou la plupart font, enfin, nous en tout cas, notre éditeur, c'est à vie. Donc, à partir du moment où le bulletin est déposé, le salarié pourra le consulter toute sa vie. Soit vous faites attention et vous conservez les éléments sociaux jusqu'à la mort de vos anciens salariés, ce qui n'est pas toujours facile à suivre. Yes, merci beaucoup Jean-François. Est-ce que tu avais noté une autre question, Evelyne? C'est Evelyne aussi qui en a posé plein à la suite. C'était sur l'achat d'un ordinateur à 500 € dans une petite asso. C'est vrai que c'est un peu le seuil qu'on se donne pour passer en immobilisation. Est-ce que c'est obligatoire de passer en immobilisation ou pas quand la dépense fait pile poil 500 € ou si on la passe en petit matériel? C'est une règle de gestion. En fait, l'affectation à immobilisation ou charge, c'est ce que j'estime que mon ordinateur qui fait 499 €, il va durer plus d'1 an ou pas. Si oui, il fait pas 500 €, mais je peux le mettre en immobilisation. Si mon ordinateur il fait 700 € et que par contre c'est des enfants qui jouent avec toute la journée et qu'il y a peu de chances qu'ils passent l'exercice en cours, je le mets en charge. Donc c'est vraiment quelle est l'utilisation attendue au-delà du prix investi. Et puis le 500 €, il vient de l'administration fiscale qui en dessous de 500 ne regarde pas et conteste pas le passage en charge. Par contre, il faut aussi avoir en tête qu'à partir du moment où on passe en immobilisation, si vous êtes sur plusieurs années, ça ajoute de la complexité à votre compta. Donc, vous êtes sur une petite compta, vaut mieux passer en charge, même si c'est 550, pour pas rajouter une immobilisation. Après, plus on passe en charge, moins on fait de résultats. Donc, si vous avez envie d'afficher plutôt du résultat, il vaut mieux faire des immobilisations et étaler cette charge sur plusieurs années, ce qui permet de ne pas faire un trou si vous avez une année avec pas mal d'investissements qui sont entre investissements et dépenses, comme un ordinateur à 500 €.
Et donc, il y avait une question qui avait reçu pas mal de votes aussi. C'était Jean-Christophe qui demandait quelle différence entre une facture et un reçu. Est-ce qu'il y a une réglementation sur ces documents? Alors oui, il y a une réglementation. Après, il est 19h01, donc je ne sais pas si on va pouvoir rentrer. Il y a en tête que derrière la notion de facture, on a une notion quand même de lucrativité. Derrière la notion de reçu, on n'a pas de notion de lucrativité. Donc, c'est pour ça que le mot facture est toujours quand même à employer avec pincette quand on est dans le champ du non lucratif. On fait plutôt un reçu parce que c'est le vocabulaire qui est amené au non lucratif. Alors qu'une facture, c'est le vocabulaire qui est amené à une prestation rendue. Après, on a le droit de rendre des prestations d'association, mais si vous faites des dizaines et des dizaines de factures sur une prestation qui ressemble à ce que font des sociétés, posez-vous la question de est-ce que je ne suis pas dans une activité lucrative. Donc, on peut utiliser les deux, chacune a une forme. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les obligations à mettre sur les mentions obligatoires sur une facture, parce que là, on pourrait faire un webinaire sur le sujet. Mais ayez en tête que le mot facture est quand même à prendre avec des pincettes dans le cas non lucratif. Très bien, merci beaucoup. Et il y a une dernière question, et pour les autres questions, j'en noterai un maximum dans le document que je vous enverrai demain là. Et je vous mettrai les réponses à l'écrit, comme ça, on va essayer de balayer un maximum. Alors, j'ai perdu la question du coup. Si, c'est bon. Qu'entendez-vous par petite association et à partir de quelle taille est-on une grande association? Je pense que cette question se ramenait plutôt au type de comptabilité. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a dit en introduction avec les différentes notions de seuil. Petite association, grande association, c'est pas forcément une grande association en termes de budget, puisque une grande association qui devra faire une comptabilité d'engagement, elle peut se limiter à un budget de 153 000 €, mais qui serait perçu via une subvention. Donc, c'est pas vraiment une notion de taille, c'est une notion de seuil et de recette. Mais on pourra remettre toute la liste détaillée du split entre petites et grandes associations, entre guillemets. Par contre, ce qui est important sur le choix de la comptabilité, parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus, soit vous êtes en compta de trésor, soit vous êtes en compta d'engagement. La comptabilité de trésor qu'on fait en engagement à la fin de l'année, non, moi je le déconseille. Il vaut mieux dire je suis en trésorerie, c'est mon mode de fonctionnement, c'est ma règle, c'est une règle qui est fiscale, qui est comptable, qui est assez simple, et ensuite je suis en engagement. Le mix, je le déconseille vivement. Et après, entre petite et grande, sur le choix de la complexité, si vous n'avez pas beaucoup de flux, faites simple. Si vous avez beaucoup de flux, vous serez perdu à faire simple. Donc, je pense que c'est à vous de décider, au moment où vous êtes un peu perdu en comptabilité de trésor, que c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Merci beaucoup. Il restait quelques questions, mais comme je vous le disais, je vais remettre tout ça à l'écrit et je vais essayer de répondre. Sinon, on va faire de la redite un petit peu. Merci beaucoup parce que vous êtes encore super nombreux alors qu'on a débordé complètement le timing de 20 minutes facile. Merci beaucoup à Alvina, Jean-François, Fanny. Je rappelle que Jean-François et Fanny sont experts comptables au sein du cabinet Fideliance, qui fait partie du groupe Crow. Donc là, vous avez le lien du site fideliance.fr si jamais vous avez besoin. Vous pouvez aller les contacter, leur poser des questions. Et nous, AssoConnect, outil pour la gestion des associations, on fait notamment la comptabilité. Donc, si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez aller sur assoconnect.com et on a une super newsletter, assoconnect.com/newsletter. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Vraiment, merci Fanny, merci Jean-François. Merci Antoine pour cette animation. Merci Alvina pour cette animation et votre invitation. Et puis, il y aura peut-être un webinaire à faire sur toutes les questions qu'entraîne la comptabilité, parce qu'apparemment, beaucoup, on a essayé de faire de notre mieux, mais bon, on sait que ça veut dire que ça intéresse. On a un programme de webinaire compta là sur 10 ans, je pense qu'on est bon. Oui, je pense qu'on a de quoi faire. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.